Remercier tous de votre accueil aujourd'hui. Donc, la dernière fois que j'étais dans votre établissement, cela fait un peu plus de 14 ans. C'était pour une compétition d'Olympiade d'algorithmique et j'étais toujours étudiant. Alors, je vais commencer directement ma présentation en parlant de qui nous sommes. Moi, je représente Jacques Jude Labs. Je suis le président directeur général d'un laboratoire de recherche privé qui est installé à Marrakech depuis la fin de l'année 2022. Nos domaines d'expertise sont la physique appliquée, plus particulièrement la physique des matériaux et la recherche dans les métamatériaux, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les systèmes embarqués. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire du sur-mesure pour des acteurs industriels, privés et publics, pour pouvoir fournir des solutions qui sortent des sentiers battus, donc qui vont au-delà de ce que propose actuellement l'état de l'art des solutions déjà prêtes. Nous effectuons la recherche, le développement, l'intégration et aussi la rédaction des différents documents de brevet associés au projet de nos clients. Nos clients retiennent toujours la propriété intellectuelle afin de ne pas être biaisés. Donc, nous effectuons l'effort de recherche et de développement, mais nous ne prétendons jamais retenir la propriété intellectuelle des projets que nous réalisons, à part les projets internes, dont le projet dont je vais parler aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Abdeslam Jacques Joud. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'ENSA de Marrakech en 2009 et mon diplôme de docteur en informatique en 2015. Ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable de recherche et développement dans trois entreprises internationales qui sont installées au niveau européen et pour lesquels j'ai travaillé dans différents domaines, que ce soit des domaines de l'optimisation difficile et de la métaheuristique, dans le domaine du machine learning et du deep learning, et dans les domaines qui sont beaucoup plus appliqués au cloud et aux problématiques génie logiciel liées au domaine du cloud. J'ai aussi travaillé en tant que consultant cloud et machine learning pour des clients dans trois continents différents, donc au Maroc, en France, au Royaume-Uni et aux Émirats. Je suis un chercheur publié dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, de l'ingénierie dirigée par les modèles et de l'intelligence artificielle. Et j'ai aussi un brevet d'invention dans le domaine de la blockchain qui vient de sortir en février. Alors, faisons un peu une petite étude de la motivation derrière le projet Emogir. Donc, savez-vous que 27% des citoyens seniors aux États-Unis vivent tout seuls? Donc, nous avons 6,2 millions de personnes qui sont âgées de plus de 65 ans qui sont atteints de démence et que Alzheimer a été identifié à partir de l'année 2021 comme étant la la sixième cause de décès aux États-Unis. Donc, je donne des chiffres des États-Unis qui ont été publiés par leur organisme de statistiques NIST, mais imaginez l'ampleur dans le monde entier. Alors, vous avez à droite des statistiques qui montrent les décès causés par des chutes domestiques, donc de personnes chez eux, par rapport à l'âge. Et vous voyez le gap, la différence en fait, quand on prend de l'âge, le risque, il augmente de façon considérable. Vous avez ici la même chose, mais concernant des statistiques d'étouffement, donc accidentel. Et enfin, des statistiques de décès causés par les éléments environnementaux. Donc, ça signifie les vagues de chaleur et bien entendu les chutes brusques et et les chutes de température. Donc, pour pouvoir
subvenir à ce problème pour pouvoir assurer au fait un mode de vie confortable aux citoyens seniors. On a imaginé une solution de monitoring qui essaie de bypasser en fait la difficulté qui est causée par le fait que le monitoring actuel il se base beaucoup plus sur des sensors, sur des capteurs que la personne doit porter en permanence. C'est intrusif et ça altère en fait le mode de vie de la personne, ce qui la pousse à lâcher au bout d'un moment et ce qui nécessite en plus le fait de devoir avoir des ressources humaines qui sont présentes avec ces personnes pour pouvoir les surveiller. Et un autre constat, c'est que chaque personne, en fait, elle aime un type d'animal de compagnie. Il y a des personnes qui aiment les chiens, il y a des personnes qui aiment les chats, il y a des personnes qui aiment les lapins. Donc, comme on dit, chacun son délire. Alors, notre objectif, c'est de prendre, en fait, actuellement les robots quadrupèdes qui existent dans le marché, qui ont la forme que vous voyez en haut à droite, et d'essayer de proposer quelque chose de beaucoup plus mignon, si je peux utiliser le terme, à travers la proposition d'un modèle qui soit un peu plus, disons, plus appréciable par les personnes, pour qu'ils puissent les accompagner. On a appelé le projet Emogir, donc c'est un petit clin d'œil à une ancienne série de jeux vidéo qui parlait de robots géants qui s'appelait Metal Gear. Et Emogir, c'est un robot quadrupède autonome. Il est capable de se tenir debout, de marcher sur un terrain qui n'est pas un terrain uniforme, de récupérer son équilibre après qu'il chute. Il est capable de reconnaître son environnement et là où où sa station de chargement par induction se trouve pour pouvoir y revenir tout seul. Donc pas besoin que quelqu'un l'accompagne pour revenir à sa station de chargement. Il est aussi capable d'effectuer de la reconnaissance faciale et de la détection faciale et capable de pouvoir détecter les comportements anormaux dans le sens où il peut dire ok, je vois que la personne est en détresse par exemple, je vois que la personne est tombée. Il peut aussi se connecter à des bracelets connectés du type Fitbit ou Apple Watch ou Samsung Watch. Et il a aussi une approche security first dans le sens où c'est un robot déconnecté d'Internet. Ça signifie quoi? Ça signifie que les données qu'il récupère de son environnement, il les envoie nulle part. Il est censé être capable il est censé être capable de pouvoir analyser ces données tout seul, de pouvoir effectuer les différentes opérations d'inférence tout seul, sans avoir à faire appel à des systèmes externes ou à un cloud externe. L'objectif, c'est de pouvoir éviter éviter d'avoir des données de santé ou des données d'identification personnelle qui transitent sur le réseau. Pour vous présenter un peu une abstraction de l'architecture d'Emogir, donc on a une unité de contrôle qui se connecte à la fois aux différents capteurs environnementaux. Donc quand on parle de capteurs environnementaux, on parle de tout ce qui est gyroscope, donc pour pouvoir effectuer la détection de l'équilibre, des différents détecteurs ultrasons, des caméras, des micros, etc. On a un module de communication qui se base sur GSM et Bluetooth et je vais vous expliquer pourquoi ces deux-là. Le GSM, c'est pour pouvoir contacter en fait, les personnes qui sont associées à la personne surveillée ou monitorée en cas de problème. Donc les contacter par SMS. Et Bluetooth, c'est pour une éventuelle connexion aux différents capteurs de santé que la personne porte. Donc par exemple les différentes montres de fitness. On a aussi un gros module, ça je suspecte que c'est ça qui intéresse le plus l'audience, c'est le module
de l'intelligence artificielle embarquée qui inclut de la vision assistée par ordinateur, et une classification de comportement et un module de navigation. Donc, je vais vous présenter en fait ce qu'on appelle des AI under the hood. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes d'intelligence artificielle qui est intégrée dans le projet. Alors, initialement, il y a la détection faciale et la reconnaissance faciale. Quand on regarde un peu l'état de l'art des modèles qui existent qui permettent d'effectuer ce genre de fonctionnalité, on retrouve des noms qui sont vraiment très grands dans la littérature, comme VGG Face, Deepface par Facebook, ArcFace, etc. Mais c'est ce qu'on appelle en fait des modèles qui sont basés sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones à convolution, qui ont une taille énorme et qui nécessitent une mémoire très importante pendant l'exécution. Donc, il est quasiment impossible de pouvoir les embarquer dans des systèmes embarqués, des systèmes de petite taille, et encore plus dans des systèmes qui peuvent être économiquement viables pour n'importe qui. Donc, dans des cartes qui sont abordables, qu'on peut utiliser pour pouvoir construire le robot. Notre solution, c'est que nous avons pris un modèle qui s'appelle VGG19 comme étant un starter, donc une base, et nous avons tuné la taille de l'input, donc de l'image dans ce cas, à travers plusieurs éléments de pré-processing. Dans ce contexte, par exemple, on se dit, ok, on s'en fout des couleurs, donc on va faire sauter les couleurs, ce qui a réduit la taille de l'image par 3. On va voir quelle est la taille, longueur et largeur minimale qui nous permet d'effectuer une bonne classification. Et on a fait beaucoup de fine-tuning du modèle et de la taille de l'input jusqu'à ce qu'on tombe sur un modèle qui a pu fonctionner. Donc, alors, ce modèle, on est arrivé à le faire fonctionner dans une Raspberry Pi, une petite carte, qui a 4 Go de RAM. Ces 4 Go de RAM, ils sont partagés avec avec le système d'exploitation et différentes fonctionnalités de la carte. Et nous avons quand même pu avoir des performances qui dépassent Deepface de Facebook, surtout en ce qui concerne l'aspect multiethnique. Donc, ça signifie que nous sommes capables, par exemple, de mieux détecter les femmes et les hommes d'ethnicités différentes, beaucoup plus que ce que Deepface permet d'effectuer. Donc, l'accuracy finale, la précision finale que nous avons obtenue, c'est 97%. En ce qui concerne le deuxième type de modèle, ce sont les modèles de classification de comportement. Alors, si vous avez trouvé que le premier modèle qui concerne la détection faciale et la détection émotionnelle à partir de l'expression faciale est un modèle compliqué, il faut voir celui-ci parce que celui-ci, il prend pas seulement une image, mais il prend une vidéo, une séquence d'images qu'il est censé traiter. Donc, il est beaucoup plus gourmand que ce que propose qu'est-ce que fait les réseaux de neurones convolutifs de détection d'images. Et donc, on a les mêmes problèmes, donc la taille du modèle et la mémoire nécessaire pour effectuer l'inférence. Notre solution, c'est que au lieu de prendre des images, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça en cascade, en commençant par la détection du squelette de la personne, détecter en fait, des points spécifiques, par exemple la main, le coude, le bras, les épaules, la tête, etc., etc. Et on a complètement abandonné l'idée d'utiliser des convenettes énormes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du processing sur ces points sous forme de série temporelle. Donc pour dire, ok, voici ce qui arrive si la main est en train de s'agiter. Donc on détecte ce comportement comme étant un comportement déviant, un comportement anormal. Ce qui nous a amené à avoir une prédiction en fait de la nervosité, même des crises de convulsion, des crises épileptiques, des chutes par 95% de précision. Et tout ça, ça rentre toujours dans notre petite boîte à chaussures, donc dans la Raspberry Pi. Alors, maintenant, on va parler de la navigation. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut construire un modèle autonome de navigation. Il doit être léger, donc pour qu'il puisse être chargé dans un système embarqué. Il doit être capable de faire la cartographie de son environnement, parce que je vous rappelle qu'on construit un seul robot, mais qui va cohabiter avec une personne chez elle.
Notre solution, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un apprentissage renforcé, donc par renforcement, en utilisant une solution qui est le OpenAI Gym, donc pour pouvoir entraîner l'équilibre, la récupération des chutes et même la navigation sur des plans qui sont sur des plans qui ne sont pas standards. Alors, ce que vous voyez, en fait, les images que vous voyez à droite, ce sont des captures, en fait, du simulateur qui nous a permis d'effectuer cet apprentissage. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous modélisons le floor, le plancher, et nous lançons, en fait, une IA avec un objectif de dire, OK, je vais voir combien de temps tu vas rester debout, ou bien combien de temps ça va te prendre pour te relever, et on la laisse essayer, tenter plusieurs scénarios jusqu'à ce qu'elle trouve le bon scénario. Donc, on a aussi ajouté des algorithmes de pathfinding, donc pour pouvoir retrouver la station de chargement. Et ça nous a permis au fait de pouvoir procéder à la construction de notre robot. Donc, on a utilisé comme prototype une Raspberry Pi 4, 10 servomoteurs, donc dont 8 qui sont consacrés juste pour les jambes, donc pour les pattes, et 2 pour la tête qui va porter deux sensors en fait, ultrasons et la caméra noire. Donc la caméra noire, c'est une caméra infrarouge connectable à Raspberry Pi, un micro et un cadre ou un châssis qui est imprimé par imprimante 3D. L'objectif, c'est de pouvoir créer un robot qui est abordable, qui est industrialisable et qui est utilisable. Notre objectif, c'est de pouvoir aussi produire une autre version avec la Jetson Nano, donc une carte qui est beaucoup plus performante que la Raspberry Pi, pour voir s'il est possible d'améliorer les performances sans augmentation considérable du coût de revient. Euh, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais bien savoir, euh, est-ce que ce chien peut, ou le robot peut bien sauter? C'est possible, oui. On peut aussi ajouter dans le programme la capacité de sauter. On a imaginé qu'à un moment donné, on pouvait ajouter la fonctionnalité de sauter quand il détecte que ce qu'il a devant lui n'est pas quelque chose qu'il peut dépasser avec seulement un pas, ou, mais plutôt quelque chose, un obstacle qu'il doit. Par contre, je ne sais pas, du point de vue coût, est-ce qu'on aurait besoin en fait de remodeler les pattes et de choisir d'autres servomoteurs, donc pour pouvoir effectuer cela. Pour le moment, ça ne semble pas quelque chose, un besoin immédiat, mais c'est envisageable et du point de vue intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est complètement possible à développer. En fait, vous, en fait, comment vous pouvez bien faire ce robot sauter sans qu'il perde l'équilibre?
C'est à ça que sert la partie apprentissage par renforcement. Donc avant de pouvoir charger le programme de navigation dans le robot, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'environnement que je vous ai montré tout à l'heure pour modéliser un environnement dans lequel il a des obstacles et il apprend à, à quel moment il doit sauter. Il apprend par erreur. Ça signifie qu'il va essayer, il va tomber, il va se casser la figure, mais de façon virtuelle. Il va réessayer, il va remarquer qu'il n'arrive pas à tenir son équilibre en arrivant au sol, etc. Et au fur et à mesure qu'il va modifier son comportement et les signaux qu'il envoie au moteur, il va se rendre compte de la bonne façon à faire pour pouvoir tomber sur ses pattes. C'est un peu similaire à la façon avec laquelle nous, en tant qu'être humain, on apprend, donc quand on est jeune, à marcher et à ne pas tomber en descendant, par exemple, d'un fauteuil. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, 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 merci beaucoup pour votre présentation. je vous en prie. Euh, Ma question, c'est, vous avez dit que le robot et ça marche même dans le mode offline. Il fonctionne en mode offline. Ouais. Comment on peut stocker les données et comment gérer ces données et quelle est la limite de stockage de données dans le robot? Alors, il est capable, à partir des données que nous avons récupérées, il est capable de pouvoir fonctionner toute la journée sans avoir à vider sa mémoire. Donc déjà, quand il effectue la détection faciale, donc il effectue le processing et il ne garde jamais l'image, ce qui signifie que pour lui, en fait, il va garder juste la trace comme quoi j'ai détecté à tel et tel moment que la personne était triste. Quand il effectue la reconnaissance d'un comportement suspicieux, il ne stocke que le journal, donc en quelque sorte, à telle et telle date, j'ai détecté que la personne était affolée. Et ce qui signifie qu'il n'a pas vraiment de données importantes à stocker. Donc, quand on va aussi assurer la connexion aux différents capteurs de santé, donc Fitbit, etc., le challenge serait de pouvoir gérer l'évolution de ces capteurs, de ces indicateurs. Supposons que j'ai le rythme cardiaque qui arrive, donc détecter la variabilité du rythme cardiaque plutôt que le rythme cardiaque lui-même, et ne pas garder et ne garder que les éléments qui présentent un intérêt. Ça veut dire chaque jour, il fait une suppression pour toutes les données qu'on passe en agent. Les données, oui, mais les logs, non. Donc, le journal des événements, il ne le supprime pas. Le journal des événements, notre estimation, c'est qu'il est capable de le tenir pendant un an sans avoir à le supprimer parce que c'est minuscule, en fait, comme stockage. Alors qu'on peut même mettre une carte SD de 128 gigas. Donc, je pense qu'il Ouais. peut fonctionner pendant des années sans avoir à supprimer, en fait, son journal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, C'est moi maintenant qui ai des questions. bien sûr. Euh, alors, moi, je vais juste poser deux questions. Déjà, est-ce que le robot, il est maintenant en marche, il est opérationnel? Vous avez commencé à le commercialiser. Et déjà, est-ce que vous voulez le commercialiser ou bien il est destiné pour un client bien précis? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, ils sont des étudiants en quatrième année et c'est très intéressant. Ils sont des ingénieurs en informatique et je sais très bien que pour tout ce qui est système, ils ont besoin d'étudier tout ce qui est capteur et connexion au capteur. Alors là, s'ils veulent s'approfondir davantage sur ce domaine, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, Quelle route ils doivent suivre? D'accord. d'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors, pour la première question, en effet, on est en train de travailler sur la première preuve de concept. Donc, on est en train de construire le premier prototype. On a des équipes qui travaillent sur différents aspects. Par exemple, il y a deux élèves ingénieurs de l'IMPT qui ont rejoint l'équipe pour des mini-projets pour travailler sur la partie navigation et sur la partie détection de comportement anormal.
Ce sont des personnes en filière data science. Et nous comptons bien le commercialiser. Donc c'est un projet interne. Donc on effectue la commercialisation. Notre objectif, c'est que ce soit économiquement viable et vendable pour des personnes qui n'ont pas forcément des revenus très élevés. Donc c'est derrière, c'est pour cela qu'on vise des systèmes embarqués qui ne sont pas trop chers, aussi bien que la capacité à pouvoir le produire avec des imprimantes 3D. En ce qui concerne la question de qu'est-ce qu'on doit faire si on veut rentrer en fait dans le domaine, alors ma recommandation c'est que pour les personnes qui sont intéressées par la partie connexion au capteur et par la partie mécatronique, je recommande de voir des systèmes d'introduction qui sont assez pédagogiques, qui permettent de pouvoir mettre la main dans la pâte tout en gardant un bon niveau d'abstraction, tout en comprenant ce qui arrive. Et heureusement, il y a beaucoup plus de tutoriels, de ressources sur Internet actuellement pour apprendre ça qu'à l'époque où moi j'ai commencé. Et donc, je recommande de commencer par la carte ESP32. Donc, avec les différents systèmes connexes en fait, qui se connectent à cette carte. Et même si vous arrivez à avoir, par exemple, ce qu'on appelle la M5 Stack, M5 Stack, qui est un système qui se base sur l'ESP32 avec d'autres extensions, ça va permettre peut-être de faciliter beaucoup plus votre introduction. Alors, ça marche en général avec du C++ ou bien du Python. Vous pouvez coder en C++ ou Python. Si vous voulez faire quelque chose pour apprendre et pour aller vite, donc je vous recommande de commencer avec du Python. Mais si vous voulez faire quelque chose d'économiquement viable, quelque chose dans laquelle vous pouvez contrôler bien en fait votre carte et ses capacités et son potentiel, là à ce moment-là, je vous recommande vivement d'aller vers du C++. Alors, en plus de l'ESP32, si vous voulez, il y a aussi l'Arduino qui est beaucoup plus pédagogique que l'ESP32, beaucoup moins orienté projet d'ingénieur et beaucoup plus orienté projet d'école, mais qui permet aussi de faire des projets qui sont très intéressants. Alors, il reste la deuxième partie qui est par exemple pour tout ce qui est un peu plus avancé, si vous voulez intégrer l'intelligence artificielle. Dans ce cas, vous pouvez commencer par faire des expérimentations sur des Raspberry Pi pour l'intelligence artificielle embarquée. Ou bien, si vous êtes courageux, vous pouvez acquérir une Jetson Nano. C'est une carte qui a été créée par NVIDIA, qui inclut une GPU, donc une puissance de calcul qui est beaucoup plus élevée. Alors, il faut aussi aborder la dimension budget, parce que quand je vous dis Arduino donc, ou ESP32, c'est pas cher du tout. Donc c'est très abordable. Par exemple, la dernière fois que j'ai acheté des ESP32, ils étaient à 110 dirhams l'unité. Donc je pense que Arduino aussi est aux environs de, si je me rappelle bien, de 120 dirhams, 150 dirhams. Par contre, quand on parle de cartes comme Raspberry, les prix sont en train de flamber un peu. Donc, je ferai un peu attention à la période où je veux passer mes commandes. Il y a plusieurs revendeurs au Maroc. Et ça, c'est aussi un point positif par rapport à mon époque. Et là, je me sens très vieux en disant par rapport à mon époque. Il y a plusieurs revendeurs au Maroc qui vous permettent d'avoir accès à ces cartes. Nous, on ne fait pas de la revente, on ne fait pas de la vente de matériel. Mais par contre, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec moi et je vous recommanderai quelques revendeurs. Merci. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des sites web où on peut bien simuler sans avoir le robot, simuler Oui, il y a des simulateurs donc, qui vous permettent d'entraîner vos robots. Donc, ce que je vous recommande si vous êtes intéressé par cet aspect, c'est de voir ce qu'on appelle le OpenAI Gym. Donc, c'est une solution qui date de l'entreprise OpenAI, la même entreprise d'ailleurs qui a créé ChatGPT, et qui
qui n'a rien à voir avec ChatGPT et qui est complètement concentré sur l'apprentissage par renforcement. Ils vous fournissent déjà plusieurs exemples, plusieurs cas d'études que vous pouvez utiliser pour entraîner vos IA à faire du reinforcement learning. Mais il y a aussi dedans des gyms qui vous permettent en fait d'entraîner des modèles consacrés à la marche, au saut, à la course, etc., etc. Et donc vous pouvez l'utiliser. OpenAI Gym. Merci. Je vous en prie. Monsieur Al-Islam, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et Plaisir bon de vous courage à revoir, vous tous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir, Inch'Allah, Inch'Allah. dans une autre conférence, Inch'Allah. Inch'Allah, et au Merci plaisir beaucoup. de voir quelques éléments de votre école dans le laboratoire, Inch'Allah, pour des stages et même pour de l'embauche. Oui, effectivement, si c'est possible. Maintenant, moi, je sais que vous avez créé un local sur Marrakech, mais à vrai dire, je ne sais pas encore où est-ce qu'il est. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon, c'est finalisé? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre des stagiaires ou pas encore? Oui, on prend des stagiaires, sauf que le local que nous avons aménagé a été occupé par l'équipe des physiciens qui se sont donné de la liberté pour installer tous leurs équipements là-bas. Et donc, quand on entre, on doit porter une combinaison. Et donc, à un moment donné, on s'est. Donc, ça n'a rien contre les informaticiens, même le PDG a été recalé à faire du télétravail pour le moment à cause de ça. Par contre, on a pris des stagiaires cette année même. Donc, et en général, on Sur travaille Marrakech, excusez-moi, vous avez pris des stagiaires sur Marrakech. sur Marrakech, oui, sur D'accord. Marrakech. Alors, ce qui sera intéressant, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine peut-être, on pourra faire déjà une visite. Bien sûr. C'est-à-dire les étudiants, ils pourront faire une visite pour voir l'environnement, pour voir déjà le processus de recherche, comment ça se passe. Mhm. Et après, ceux-là, s'il y en a qui sont intéressés, ça, je sais qu'ils vont être en de très bonnes mains. Je vous remercie. Je vous remercie. Ils sont Merci à déjà